Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau cours sur ce qu'on appelle le Software Defined Networking. Okay. Donc aujourd'hui, les objectifs de ce cours-là, c'est de vous aider à comprendre les concepts de base de la réseautique définie par logiciel, ce qu'on appelle le Software Defined Networking, ainsi que les motivations et les avantages offerts, qui sont offerts par cette technologie. Donc, deuxième objectif, c'est de se familiariser avec les différents protocoles utilisés dans les environnements SDN et les outils qui sont reliés, tels que OpenFlow, Flowvisor et ainsi de suite. Et finalement, c'est de connaître les différentes applications possibles de la technologie SDN et ses avantages par rapport à la réseautique traditionnelle. Donc, on va commencer d'abord par un petit rappel sur les réseaux traditionnels. Donc ensuite, on va entamer la partie Software Defined Networking pour voir les concepts de base du SDN, le protocole OpenFlow qui est utilisé pour configurer les équipements. On va parler aussi de la virtualisation des réseaux et SDN, donc c'est quoi la relation entre les deux, et on va finir avec les différentes applications de SDN. Donc, si on commence par les réseaux traditionnels, donc si on parle un petit peu des réseaux traditionnels, donc voici le modèle en couche de l'Internet aujourd'hui. Donc, c'est constitué principalement de 5 couches. Okay. Donc là, les switches et les routeurs, ils agissent au niveau de la couche liaison et la couche réseau. Et on a deux niveaux d'adressage. Donc, on a l'adressage au niveau MAC et l'adressage IP. Donc, bien sûr, la commutation des paquets au niveau des switches se fait en fonction de l'adresse MAC. Au niveau du routeur, elle se fait en fonction de l'adresse IP. Okay. Et le réseau, ses fonctionnalités principales, donc je parle ici du réseau cœur de l'Internet. Donc, ses fonctions principales, c'est vraiment de faire le routage. Okay. Donc, c'est de déterminer l'itinéraire, les routes qui doivent être empruntées par les paquets. Et généralement, cela est fait grâce à des algorithmes de routage qui sont distribués et autonomes. Donc là, on peut identifier les protocoles OSPF et RIP. Vous avez sûrement une idée sur ces protocoles-là. Et l'idée de base de ces protocoles-là, c'est que les routeurs ils vont échanger des informations sur la topologie avant de construire leur table de commutation ou leur table de routage. C'est la même chose. Okay. Donc, deuxième fonctionnalité d'un réseau cœur, des routeurs qui se trouvent dans le réseau cœur, c'est la commutation. En anglais, c'est le forwarding. Donc, c'est le fait de déplacer les paquets d'une entrée, d'une interface, à une deuxième interface, donc une interface d'entrée vers une interface de sortie. Donc là, si on exécute l'algorithme de routage, on aura ce genre de tableau-là comme résultat. Donc chaque routeur, il aura une table de commutation qui contient l'adresse IP et le lien de sortie. Okay. Donc chacun des routeurs, il aura ces informations-là. Et si par exemple ici, on a un routeur qui reçoit un paquet, il va examiner l'adresse IP du paquet, il va choisir en fonction de ce tableau-là, de la table de commutation, le lien de sortie. Donc là, il faut faire attention, puisque donc, dans les anciens cours réseau, donc ce qu'on disait avant, c'est que les switches, ils font de la commutation, les routeurs, ils font du routage. Donc ça, ce n'est pas toujours vrai. Okay? Donc en fait, les routeurs, ils font du routage, ils font aussi de la commutation. Okay. Donc, ils font du routage parce qu'ils exécutent des algorithmes de routage. Ils font de la commutation parce que, tout simplement, ils vont déplacer les paquets reçus à travers une interface vers une interface de sortie. Et pour cela, ils vont utiliser ce qu'on appelle une table de commutation. Donc, si on regarde un petit peu le fonctionnement d'un switch traditionnel, donc là, on a l'exemple d'un petit réseau. Okay. Et ce réseau-là, il est donc constitué de plusieurs machines qui sont connectées à un switch. Donc là, le switch, il a plusieurs interfaces, donc 1, 2, 3 et ainsi de suite. Donc, comment le switch il remplit sa table de commutation? C'est principalement ce qu'on appelle un processus d'apprentissage. Donc là, le premier, supposons que A voudrait envoyer une trame vers A'. Donc, elle envoie la trame avec destination, l'adresse MAC de A, donc la source, adresse MAC de A, destination, l'adresse MAC de A'. Donc, quand on envoie la trame, le switch ici, il n'a rien dans sa table de commutation. Okay.
Donc là, puisqu'il ne sait pas où est-ce qu'il faut envoyer la trame, il va tout simplement la diffuser. Okay? Mais entre-temps, il va apprendre une information qui est importante. Il va apprendre que la destination, donc l'adresse A, elle est connectée à l'interface 1. Donc, il va intégrer cette information dans sa table de commutation. Okay? Donc, puisqu'il ne connaît pas maintenant l'interface où se trouve la machine A', donc il va tout simplement diffuser l'information. Vous voyez ici, on diffuse l'information. Okay. Donc là, quand A' il va répondre, donc le switch ici, il va apprendre. Donc il va savoir maintenant que A' est connecté au port numéro 4. Donc il ajoute cette information au niveau de la table de commutation. Et ensuite, il va utiliser la table de commutation pour savoir que A est connecté à l'interface 1. Donc il va tout simplement envoyer la trame vers l'interface 1, directement vers A. Donc ça, c'est le fonctionnement normal d'un switch traditionnel. Okay. Et comment on remplit cette table? C'est grâce à ce processus d'apprentissage-là. Okay. Donc bien sûr, ce processus, il a des avantages et des inconvénients. Donc l'avantage, c'est que c'est automatique. Le remplissage de la table se fait automatiquement. L'inconvénient, c'est que donc il y a des problèmes de sécurité, on a de la diffusion, donc il y a beaucoup de risques ou de failles de sécurité, de vulnérabilité qui peuvent être utilisées dans ce processus-là. Donc on ne va pas les détailler, mais il faut juste le savoir. Donc il y a aussi d'autres problèmes ou limitations dans les routeurs et les switches traditionnels. Donc premier problème, donc c'est celui qui concerne la configuration et la gestion distribuée de ces routeurs et des switches-là. Donc, généralement, la configuration, elle se fait manuellement. Donc, l'administrateur, il accède au routeur ou au switch et il va activer, par exemple, le protocole de routage. Il va modifier quelques fonctionnalités dans un switch et ainsi de suite. Donc, deuxième point, c'est que le routage, il est fait d'une façon distribuée et autonome. Donc, on compte principalement sur le RIP, le protocole RIP ou bien le protocole OSPF pour construire les tables de routage. Donc, si jamais il y a un problème, donc un routeur qui ne fonctionne pas, une interface qui tombe en panne, okay, donc c'est le RIP ou le OSPF qui doit réagir, qui doit mettre à jour les tables de routage. Et cela, ça peut prendre énormément de temps. Okay. Donc là, la gestion des pannes se fait d'une façon distribuée. Donc là, un routeur détecte une panne et commence à propager l'information à travers le réseau. Et là, ça peut prendre du temps. Donc ça peut arriver jusqu'à 10 minutes pour propager une information dans un grand réseau. Okay. Donc là, on parle de réseaux qui peuvent contenir des milliers de routeurs. Okay. Donc, ce qu'on peut conclure, c'est qu'il est très difficile de définir des règles de commutation ou de routage personnalisées, parce que les règles de commutation et de routage sont définies par les protocoles RIP et OSPF. C'est eux qui vont faire ça automatiquement. Okay, donc, ils vont calculer les tables de routage en fonction de l'algorithme, la Bellman-Ford ou d'autres, okay, ou Dishcra pour le RIP. Okay. Donc, un autre point important, c'est que avec les routeurs et switches traditionnels, donc il est impossible de définir une qualité de service à une granularité très fine. Imaginez si je veux un flux TCP en particulier. Okay, donc là, je précise un flux TCP particulier et je veux que ce flux-là, TCP, soit prioritaire par rapport aux autres. Okay. Donc, imaginez la quantité de travail à faire si vous voulez faire ça sur une infrastructure, sur un réseau contenant des milliers de routeurs. Okay. Donc, pratiquement, c'est presque impossible. Okay. Donc, accéder à chaque routeur, configurer le routeur pour traiter ce flux-là en particulier d'une façon particulière, et ainsi de suite. Donc, ça, en pratique, c'est très difficile. Okay. Donc, ça, c'est une autre limitation des réseaux traditionnels aujourd'hui. Okay. Donc, si on regarde un petit peu l'architecture des équipements au réseau aujourd'hui, que ce soit les routeurs ou bien les switches, okay, donc ils sont constitués de deux plans. Il y a deux parties. Donc, comme vous voyez ici dans ce schéma-là, il y a le plan opérationnel. Donc, c'est le hardware qui est spécialisé dans la commutation des paquets. Donc, il va tout simplement recevoir le paquet, consulter une table de commutation et mettre le paquet dans une interface de sortie.
Donc, au-dessus de ce plan opérationnel, il y a ce qu'on appelle le plan décisionnel. C'est là où il y a l'intelligence d'un routeur ou d'un switch. Okay, donc, ça contient un système d'exploitation, ça ressemble énormément à une machine. Et au-dessus du système d'exploitation, il y a un ensemble de fonctionnalités, okay, des protocoles qui doivent rouler, okay, des processus pour exécuter le protocole USPF, BNRI, et ainsi de suite. Donc là, la partie intelligente d'un switch ou d'un routeur, donc c'est la partie système d'exploitation et fonctionnalité. Donc c'est vraiment le plan décisionnel. Okay. Donc là, comme vous voyez, les fonctionnalités qui peuvent être implémentées, routage, configuration, contrôle d'accès. Donc là, le contrôle d'accès, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on définit des listes de contrôle d'accès. Okay. Donc c'est une sorte de firewall. Okay. On peut bloquer un certain type de trafic, laisser passer un autre type de trafic, et ainsi de suite. Okay. Donc l'équipement, il contient un système d'exploitation. Généralement, ça dépend du fournisseur de l'équipement, du constructeur. Cisco, Juniper, et ainsi de suite, et le hardware spécialisé. Donc, c'est quoi les inconvénients de cette architecture-là? C'est que, principalement, c'est le propriétaire. Vous achetez un équipement Cisco, ça vient avec le système d'exploitation Cisco et les fonctionnalités offertes par Cisco. Donc, si jamais vous mélangez les équipements, donc il y a des fonctionnalités qui sont offertes par Cisco qui ne sont pas offertes probablement par Juniper. Parfois, même des protocoles qui sont standardisés, OSPF ou bien RIP, ils ne sont pas implémentés de la même façon dans deux équipements, bien qu'en théorie, ils devraient être implémentés de la même façon et ça devrait fonctionner. Donc là, parfois, on fait face à ce genre de problème-là. Donc là, deuxième inconvénient, que c'est fermé. Donc si jamais j'ai acheté le hardware, le routeur, je veux ajouter une nouvelle fonctionnalité, on ne peut pas. Okay. C'est seulement que Cisco qui pourrait ajouter cette nouvelle fonctionnalité. Okay. Donc là, il faut mettre à jour le système d'exploitation et avoir cette nouvelle fonctionnalité. Si c'est vraiment possible de l'avoir. Okay. Et bien sûr, c'est complexe. Okay. Donc là, la valeur ajoutée par les grandes compagnies comme Cisco, Juniper et ainsi de suite, c'est vraiment les fonctionnalités. Donc, ce qu'ils essayent de faire, c'est d'offrir plus de fonctionnalités que d'autres. Et il y en a ceux qui aillent vraiment jusqu'à créer leur propre protocole de routage. Comme Cisco, ils ont leur propre protocole de routage. Donc, si jamais vous achetez des équipements Cisco, vous décidez d'utiliser les protocoles Cisco, vous êtes pris dans le piège. Là. Vous ne pouvez plus acheter d'autres équipements. Donc, même, ce sera difficile. Pourquoi? Parce que ce sera difficile de les intégrer au niveau de votre réseau. Et en plus, vous allez vous n'allez pas trouver les fonctionnalités qui se trouvent dans les autres routeurs. Donc là, vous êtes pris au piège et vous allez toujours être obligé d'aller avec les équipements Cisco. Okay. Donc là, c'est propriétaire, fermé et complexe. Okay. Donc là, c'est un peu ce que je viens d'expliquer. Okay. Donc, technologie propriétaire et fermée. Chaque vendeur offre des fonctionnalités différentes et utilise des systèmes d'exploitation différents. Il est très difficile d'ajouter de nouvelles fonctionnalités. Et là, les opérateurs de réseau ne sont plus capables de changer facilement de vendeur ou d'équipement. Donc, c'est ce qu'on appelle la dépendance au vendeur. Et en anglais, ça s'appelle le vendor locking. Donc là, vous êtes pris dans le piège. Vous ne pouvez plus changer de fournisseur. Okay. Donc là, une deuxième limitation des réseaux traditionnels, c'est le contrôle limité sur le routage et la commutation. Donc là, ce que vous faites, c'est vous activez votre protocole de routage et c'est tout. Donc là, on construit les tables de routage automatiquement et ça fonctionne. Mais est-ce que vous êtes capable de définir une qualité de service à une granularité très fine? Est-ce que vous êtes capable de dire, je voudrais que ce flux TCP ait cette qualité de service particulière? Non, c'est très difficile de faire cela. Okay. Donc là, il faut beaucoup de configuration. Parfois, même les routeurs, ils n'offrent pas cette fonctionnalité-là. Vous ne pouvez pas définir une qualité de service à une très faible granularité, là, au niveau d'un paquet, au niveau d'un flux, définir vos propres caractéristiques de paquets qui doivent être traitées d'une façon bien définie. Donc là, cette flexibilité-là, elle n'est pas vraiment offerte par les technologies d'aujourd'hui. Et là, puisqu'on a différents équipements, ces équipements, ils sont fermés, ils sont propriétaires, des fonctionnalités qui sont différentes.
Donc là, ça devient très difficile d'automatiser la configuration des équipements réseau. Donc, si vous voulez écrire des scripts pour configurer votre réseau, là, il faut l'adapter à chaque équipement. Donc, imaginez que vous avez 1000 équipements ou plus pour les grands réseaux. Donc là, c'est presque impossible d'automatiser toutes ces opérations-là. Si jamais vous voulez faire des changements au niveau des listes d'accès, par exemple, donc là, ce genre de firewall qu'on crée au niveau des routeurs, ou bien si vous voulez changer la configuration des VLAN au niveau de vos routeurs. Donc là, ça doit être fait manuellement. Et cela prend énormément de temps avec les risques d'erreur et ainsi de suite. Donc là, un administrateur, il va préférer laisser les choses telles qu'elles sont que de changer, par exemple, la configuration des VLAN. Parce que les risques d'erreur sont énormes. Après, ça va marcher, ça ne va pas marcher. Il y aura des interruptions. Là, on décide de ne plus rien faire. Okay. Donc, on n'a pas cette flexibilité. Donc, on ne pourra jamais automatiser les opérations du réseau. Okay. Donc là, récemment, il y a un étudiant de Stanford qui a eu l'idée de proposer quelque chose de nouveau, de simple, mais qui pourra résoudre grosso modo toutes les limitations qu'on vient de voir maintenant. Donc là, l'idée de base de cet étudiant-là, il a appelé le Software Defined Networking, c'est-à-dire la réseautique qui est définie, qui est contrôlée par un logiciel. Donc, au lieu de l'idée, c'est quoi? C'est que dans un réseau traditionnel, chaque routeur ici, il a le plan de contrôle, on a dit côté intelligence, et aussi le plan de données, okay? Donc qui est plus hardware, qui fait automatiquement les choses, donc qui fait principalement la commutation des paquets. Donc lui, ce qu'il s'est dit de faire, c'est on va séparer le control plane du data plane. C'est ça l'idée de base. Donc toute l'intelligence, on va la ramener dans un point unique. Donc là, l'idée, c'est de mettre ça dans un contrôleur central. Ce contrôleur central, il va tout simplement avoir une vue globale sur le réseau. Il va prendre les décisions. Il va construire lui-même les tables de commutation et il va les pousser vers les switches ou bien les routeurs. Et là, les routeurs et les switches, ils vont contenir seulement la partie data plane, donc la partie stupide du routeur, donc qui fait les opérations d'une façon automatique. Okay. Donc, il n'y aura plus d'intelligence au niveau du réseau. Toute l'intelligence est ramenée dans ce qu'on appelle un contrôleur central. Donc, voici ici le principe de base. Okay. Donc là, vous avez des équipements qui contiennent principalement un simple packet forwarding hardware. C'est du hardware qui ne fait que de la commutation. Okay. Donc là, il reçoit le paquet, il vérifie la table de commutation, il passe le paquet vers le porte-sortie. Okay. Donc, aucune intelligence, plus de protocole de routage, plus de fonctionnalités avancées sur les paquets, et ainsi de suite. Donc, il exécute principalement les instructions qui proviennent d'un système d'exploitation réseau, d'un contrôleur. Okay. Donc là, qui a toute l'intelligence. Le contrôleur, au-dessus du contrôleur, on a ce qu'on appelle des applications SDN. Donc, c'est des applications réseau, comme par exemple le routage. C'est considéré comme une application réseau. Tout ce qui est firewall, blocage du trafic en fonction de quelques paramètres. C'est une application réseau. Okay? Donc là, vous avez ce qu'on appelle des applications SDN. Donc, ces applications, elles prennent des décisions et à travers un contrôleur, ils communiquent avec les différents switches. Okay? Donc, généralement, le contrôleur communique avec ces switches-là. Donc, on ne va plus les appeler routeurs, on va les appeler switch SDN. Donc, ils ne sont pas intelligents. Okay? Aucune intelligence. Donc là, les switches SDN, ils vont recevoir des instructions de la part du contrôleur à travers ce qu'on appelle le Southbound APIs. Donc, c'est une interface de programmation, c'est un langage qui sert à faire communiquer le contrôleur avec les switches ici. Okay? Donc, le protocole qui est le typique qu'on utilise aujourd'hui entre le contrôleur et les switches, donc c'est le OpenFlow. Okay. Donc, les protocoles qui sont utilisés entre l'application SDN et le contrôleur, on les appelle le Northbound APIs. Okay. Donc là, vous avez le contrôleur pour communiquer avec les applications routage et ainsi de suite. Donc, on utilise le Northbound APIs. Ça peut être des RESTful APIs.
donc ça veut dire du HTTP, on communique à travers HTTP, okay, ou autre. Entre le contrôleur et les switches, le protocole là, de facto qui est utilisé, ça s'appelle le OpenFlow. Donc, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Okay. Donc là, c'est ce que j'ai précisé ici. Northbound, c'est entre application, okay, et contrôleur. Southbound, c'est entre contrôleur et les commutateurs, c'est-à-dire les switches SDN. Donc, c'est quoi les caractéristiques de SDN, si je résume ça? Donc, l'idée, elle est simple. Centraliser l'intelligence du réseau. Okay. Donc là, on a séparé le plan décisionnel du plan opérationnel, okay, du hardware. Toute l'intelligence est déplacée. Donc, les routeurs ou bien les commutateurs deviennent simplement des équipements de commutation. Donc, ils ne font juste que de la commutation. En fonction de quoi? En fonction d'une information, d'une table de commutation qui est fournie par le contrôleur central, par le plan décisionnel. Okay. Donc là, on va les appeler des commutateurs SDN. Donc, il n'y aura plus de switch, de routeurs. Okay. Donc, c'est toujours des commutateurs SDN qui font principalement de la commutation. Okay. Donc, le plan décisionnel est centralisé dans un contrôleur. Donc, c'est une petite application qui pourrait rouler sur un serveur. Okay. Donc, cette application-là, le contrôleur, il a une vue globale sur le réseau. Il connaît pratiquement tout. Donc là, les switches, ils vont reporter ce qui se passe dans le réseau, s'il y a une panne, s'il y a quelque chose qui a changé. Donc, c'est le contrôleur qui va en être conscient et il va prendre les décisions nécessaires. Donc là, les décisions de commutation, il va programmer les commutateurs, donc les switches SDN. S'il y a un changement au niveau du réseau, une panne ou ainsi de suite, c'est le contrôleur qui va prendre en charge cela et il va changer la configuration des commutateurs. Okay. Donc là, point de vue implémentation, on peut implémenter le contrôleur en une seule composante ou probablement en plusieurs composantes. Okay. Donc ça veut dire on a une implémentation plutôt distribuée. Donc ça peut servir pour les grands réseaux. Donc imaginez vous avez un grand réseau, vous n'allez pas faire communiquer le contrôleur avec tous les routeurs parce que ça prend du délai. Donc là, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on distribue le contrôleur en plusieurs contrôleurs qui collaborent entre eux et chaque contrôleur il sera responsable d'un sous-ensemble de switch SDN. Okay. Donc là, le dernier point, dernière caractéristique, c'est qu'il y a des interfaces qui sont ouvertes, c'est-à-dire open source, entre le contrôleur et le commutateur. Donc le protocole OpenFlow ici, c'est quelque chose de standardisé. Donc n'importe quel constructeur, il peut construire un switch SDN qui est compatible avec OpenFlow. Donc là, on ne va plus avoir besoin d'acheter des équipements de la part d'un seul constructeur, puisque les API pour contrôler les switches sont devenus standardisés. Donc, vous achetez n'importe quel switch de n'importe quelle compagnie, ça devrait fonctionner s'il est compatible avec le protocole OpenFlow. Okay. Ça change énormément par rapport à ce qu'on avait avant. Donc, si on prend Cisco, il faut utiliser les fonctionnalités de Cisco, les interfaces de Cisco. Donc là, ça devient un peu plus standard. Okay. Donc, d'autres caractéristiques intéressantes pour SDN, c'est qu'on peut gérer le trafic par flux. Donc avant, ce qu'on faisait, on gérait tout le trafic ensemble en fonction de la source et destination. Okay. Donc là, avec SDN, on a une granularité encore plus petite. On peut définir une règle de commutation qui ne dépend pas seulement de l'IP destination, comme d'habitude. D'habitude, le routeur, ce qu'il fait, il dirige le paquet en fonction de la destination, de l'IP destination. Donc là, avec SDN, on peut définir des règles qui vont au-delà de l'adresse IP et qui vont examiner plus d'informations. Donc la définition, c'est quoi un flux? Un flux, c'est quoi? C'est un ensemble de paquets qui partagent les mêmes caractéristiques. Par exemple, je dis, un flux pour moi, c'est les paquets qui ont la même adresse IP source, IP destination. Ça peut être une définition. Ça, c'est un flux. Je peux le définir autrement. Je peux dire qu'un flux est l'ensemble de paquets qui partagent la même source, IP source destination, avec port source, port destination, et le même protocole. Okay. Donc là, j'ai de la flexibilité au niveau de la définition du terme flux. Et avec SDN, ce que je peux faire, je peux définir des règles
de routage et de commutation a une granularité très fine. Donc, vous voyez ici que vous avez tous les champs ici, le switch port, le port auquel on reçoit des paquets, MAC source, adresse MAC destination, le type de la trame, l'identifiant du VLAN, IP source, IP destination, l'IP, donc le protocole niveau IP, TCP, le port TCP, le port destination, source, et ainsi de suite. Donc, en fonction de toutes ces informations-là, je vais prendre une décision. Okay? Donc là, vous voyez qu'on a des règles de commutation qui sont beaucoup plus développées et qui tiennent compte de plus d'informations. Là, vous pouvez définir donc une règle de commutation qui ne regarde pas seulement l'adresse IP destination, mais qui peut regarder tous ces champs-là qui sont disponibles dans votre paquet. Okay? Donc là, par exemple, si vous avez un exemple de règle, donc tous les paquets dont l'adresse MAC destination commence par 001F doivent être dirigés vers le port 6. Okay? Donc cette règle-là, on ne pouvait pas l'avoir donc avec les switches ou les routeurs traditionnels. Okay? Donc c'est une règle beaucoup plus personnalisée ici. Donc c'est les adresses MAC qui commencent par 001F. Okay? Donc, on aurait pu définir des règles avec plusieurs paramètres en combinant okay, quel VLAN, quel IP source, quel IP destination, et ainsi de suite. Donc là, vous remarquez qu'on a accès pratiquement à toutes les entêtes de la couche Ethernet, IP et la couche transport, TCP ou bien UDP. Donc, les avantages ici de SDN, c'est qu'on n'a plus de dépendance vis-à-vis au vendeur. Donc là, les switches, ils ne sont pas intelligents. De toute façon, ils font que de la commutation. Okay, ils reçoivent toutes les instructions de la part du contrôleur. Donc, le même contrôleur ici, il peut gérer n'importe quel équipement réseau, okay, à condition qu'il supporte l'interface, par exemple OpenStack, le protocole OpenStack. Okay. Et les applications de gestion du trafic deviennent maintenant indépendantes des switches. Donc là, vous pouvez définir donc, votre façon de gérer le trafic indépendamment des fonctionnalités offertes par le switch. Donc là, vous développez ça au niveau de votre contrôleur. Vous dites, OK, moi, par exemple, le trafic HTTP, je vais le diriger à travers ce chemin-là, FTP vers ce chemin-là, et ainsi de suite. Okay? Donc là, vous dites, vous spécifiez votre stratégie, et en fonction de cette stratégie-là, votre application, elle va générer des règles que le contrôleur va pousser au niveau des switches. Donc là, vous remarquez que vous pouvez avoir des règles qui sont à très faible granularité. Là. Vous pouvez regarder même juste quelques informations du paquet ou plusieurs informations, et ainsi de suite. Donc, l'autre avantage de SDN, c'est que c'est simple. L'idée, elle est très simple et c'est open source. Okay, donc là, le protocole OpenFlow, c'est open source. Les contrôleurs, il y en a plusieurs. On aura l'occasion d'en parler. Okay, ils sont tous open source. Donc là, vous pouvez développer votre propre contrôleur, vos propres applications SDN pour gérer le trafic d'une façon plus intelligente. Et là, ça ouvre énormément de portes pour l'innovation. Parce qu'avant, on ne pouvait rien faire. Vous branchez vos routeurs, vous activez OSPF et ça devrait fonctionner tel que OSPF fonctionne. Okay. Là, vous pouvez avoir plus d'intelligence. Vous pouvez classer votre trafic en plusieurs classes. Okay. Okay. Et faire en sorte que le trafic soit géré en fonction de ces classes-là, par exemple. Okay. Changer le routage, okay. Vous changez la stratégie, ainsi de suite. Et ça facilite énormément la mise à jour du software gérant le réseau. Donc là, vous allez mettre à jour seulement votre contrôleur. Si vous voulez changer votre stratégie de routage, vous changez le contrôleur. Vous dites au contrôleur, je change. Et là, ça change. Avant, c'était difficile. Okay, si vous avez utilisé OSPF pour un réseau de 1000 routeurs, donc là, ça ne va pas être facile de migrer ou de changer OSPF. Okay. Il y a d'autres avantages à SDN, par exemple, la gestion centralisée. Donc, puisque c'est centralisé, il est plus facile d'optimiser le routage du trafic. Donc là, le contrôleur, il a une vue globale. Il sait ce qui se passe dans le réseau. Et là, il peut ajuster la configuration du réseau, les routes et ainsi de suite, en fonction de sa vue globale. Okay. Avant, on n'avait pas cette vue globale-là. Avant, donc s'il y a quelque chose qui se passe au niveau d'un routeur, au niveau d'un lien, il faut du temps pour que ça se propage.
Okay? Et c'est fait d'une façon distribuée. Donc là, parfois, le comportement des routeurs ou de l'algorithme de routage, okay, il ne va pas se stabiliser rapidement. Il faut du temps pour recevoir l'information. Il y aura parfois des boucles dans le réseau à cause d'une panne et ainsi de suite. Donc, par contre, avec SDN, s'il y a une panne, on informe le contrôleur. Le contrôleur prend la décision et informe directement vos switches. Voici la nouvelle configuration, voici les nouvelles routes. Donc, ça fait gagner du temps et ça améliore énormément la performance. Okay. Donc là, la gestion centralisée, elle améliore énormément le routage, l'ingénierie du trafic, okay, donc comment gérer le trafic. Par exemple, si je veux équilibrer la charge entre plusieurs routes, okay, donc là, on pouvait faire ça, mais d'une façon limitée avec les protocoles OSPF et RIP. Mais là, vous pouvez faire ça d'une façon un peu plus avancée. Okay, bon, donc pour chaque type de trafic, vous pouvez diviser le trafic sur plusieurs chemins, spécifier c'est quoi le flux qui va être dirigé vers ce chemin-là, l'autre flux qui va être dirigé vers l'autre chemin, et ainsi de suite. Et bien sûr, ça peut offrir de meilleures décisions en cas de panne, une rapidité en termes de vitesse de convergence. Okay, donc, on connaît la panne, directement, on met à jour les tables de commutation. Donc là, vous voyez que ça offre énormément de flexibilité. Ça permet d'automatiser tout. Faites un changement au niveau du contrôleur. Okay. Et là, il pousse le changement directement au niveau de votre réseau. Et ça offre de la programmabilité. Donc là, vous pouvez programmer votre réseau en fonction de vos besoins. Okay. Donc, facilité de reconfigurer les commutateurs et la possibilité de définir une qualité de service à une granularité très fine. Vous pouvez aller même pour un flux TCP particulier. Vous dites, je veux que ce flux TCP-là soit, par exemple, prioritaire par rapport à tous les autres. Donc là, c'est vous ajoutez une règle particulière pour ce flux. Vous pouvez faire passer tout votre trafic à travers un chemin et seulement un seul flux à travers un autre chemin qui est totalement différent. Okay? Et là, vous le faites en un clin d'œil. Okay? Donc là, sans avoir à se connecter à chaque routeur et ainsi de suite. Okay? Donc, SDN permet aussi la virtualisation du réseau. Okay. Virtualisation du réseau, c'est donc le concept de virtualisation, c'est quoi? C'est de partitionner des ressources. Donc là, vous connaissez, vous êtes très familier avec la virtualisation des serveurs. Donc, comment diviser un serveur en plusieurs machines virtuelles. Donc là, ce qu'on peut faire aussi, c'est diviser le réseau en plusieurs réseaux virtuels. Et chaque réseau virtuel, il aura son propre contrôleur à lui. Okay, donc, il va être géré d'une façon indépendante par rapport aux autres réseaux virtuels. Donc, on aura l'occasion d'en parler avec plus de détails tout à l'heure. Donc là, les contrôleurs open source, donc il y en a plusieurs aujourd'hui. Et chaque jour, là, il y a des gens qui implémentent des contrôleurs avec de nouvelles fonctionnalités et ainsi de suite. Donc là, les premiers contrôleurs qui ont été développés, c'était Nox et Pox. Okay. Donc, Nox est programmé en C++, mais donc là, c'était plutôt un proof of concept. On voulait montrer que ça fonctionne. Donc, on a implémenté rapidement donc Nox. Et après, à fur et à mesure qu'on avance, on essaie d'implémenter des choses qui sont plus performantes, plus rapides, avec plus de fonctionnalités et de flexibilité. Donc là, vous avez Pox, qui est le successeur de Nox. Il est cette fois développé en Python et il offre une interface web. Donc là, grâce à Nox, vous pouvez voir, vous avez une interface web, là vous pouvez voir tout votre réseau, ce qui se passe dans le réseau, et ainsi de suite. Donc ça permet aussi, donc c'est facile à utiliser, ça permet aussi de découvrir le réseau. Donc il contient un protocole de découverte du réseau. Donc, pour découvrir c'est quoi, donc combien de routeurs, comment ils sont connectés, et ainsi de suite. Et il permet aussi de développer et d'intégrer des applications SDN. Donc là, je peux développer une application SDN qui fait le routage, okay, et la greffer au-dessus de Pox. Donc, quelqu'un d'autre, il ramène quelque chose, une application qui fait tout ce qui est filtrage de trafic, donc une sorte de firewall au niveau du réseau. Et il envoie ses règles de filtrage au niveau du réseau. Donc, c'est une autre application, et ainsi de suite. Donc, il y a Ryu, qui est développé par NTT Labs. Donc, c'est open source et développé en Python. Beacon, open source, qui est très utilisé et développé en Java. Okay. Donc, mais ça suppose que la topologie elle est en étoile. Donc, ça suppose qu'il n'y a pas de boucle dans le réseau. Sinon, ça peut bloquer. Donc, il y a aussi un des grands projets qui s'appelle Open Daylight.
Ok, donc c'est un projet qui était supporté par des grandes compagnies comme Cisco et Big Switch. Ok, il est développé en Java. C'est vraiment le contrôleur le plus développé. Par contre, c'est tellement développé que ça devient très difficile à utiliser. Donc, il y a énormément de modules, il y a énormément de fonctionnalités. Donc, ça prend même des mois pour pouvoir comprendre comment ça fonctionne. Donc, ça contient, donc ça supporte SDN, ça supporte la virtualisation des réseaux et ça supporte des modules pluggables. Donc là, vous pouvez ajouter de nouveaux protocoles, de nouvelles interfaces et de nouvelles applications. Et ça supporte même des protocoles non-open flow. Donc là, ça peut, par exemple, même contrôler des switches de l'ancienne génération. Okay. Donc, ça dépend des plugins que vous allez installer. Okay. Donc, nous, on va se concentrer un peu plus sur un autre contrôleur qui est aussi très utilisé et que vous allez avoir l'occasion d'utiliser dans le laboratoire que vous allez faire avec ce cours-là. Donc, ce contrôleur-là, ça s'appelle Floodlight. Donc, l'architecture, elle est simple. Donc, il est basé sur Beacon. Donc, on a présenté le contrôleur Beacon et il est maintenu par la compagnie Big Switch Networks. Donc, c'est open source, développé en Java. Donc, il offre une interface web qui est très simple à utiliser. Donc, vous pouvez voir l'architecture de votre réseau, vous pouvez faire configurer vos routeurs grâce à l'interface et ainsi de suite. Et ça offre aussi des fonctionnalités avec les RESTful APIs. Donc là, vous pouvez envoyer vos commandes au contrôleur. Donc là, par exemple, vous voulez ajouter une route, vous pouvez envoyer une requête HTTP bien définie, donc avec un contenu qui est bien défini, bien sûr, que le contrôleur va analyser et il va ensuite l'appliquer. Okay. Donc là, vous voyez ici que vous avez le contrôleur Floodlight. Okay. Et vous avez une interface qui est collée au contrôleur qui lui permet de dialoguer avec plusieurs hyperviseurs, plusieurs switches OpenFlow. Okay. Donc là, vous avez des switches OpenFlow. Okay. Ce qui est intéressant ici, c'est que ça vous permet aussi de configurer les hyperviseurs. Donc, vous savez que quand vous virtualisez, virtualisez un serveur, donc il y a plusieurs machines virtuelles. Donc, ces machines virtuelles, ils sont connectées à travers un switch virtuel dedans. Donc, ce switch virtuel, il est intégré dans votre hyperviseur. Okay. Donc, dans votre logiciel qui crée les machines virtuelles. Donc, il y a dedans un petit switch en software. Okay. Et là, vous pouvez même configurer ces switches-là, donc à l'intérieur des hyperviseurs, s'ils sont compatibles avec OpenFlow. Par exemple, si vous prenez Xen, qui est XEN, donc qui est un hyperviseur très populaire. Donc là, Xen, il est compatible avec OpenFlow. Donc là, lorsque vous lancez des machines virtuelles, ils sont connectés avec un switch et vous pouvez configurer ce switch-là grâce à Floodlight. Okay. Donc là, le Floodlight, ici, c'est le contrôleur. Okay. Au-dessus du contrôleur, vous pouvez ajouter des applications. Par exemple, ici, l'application Virtual Switch. Okay. Donc là, elle permet de créer un switch virtuel. Donc là, quand vous envoyez le trafic à partir de plusieurs sources vers plusieurs destinations, donc là, vous faites virtuellement, vous créez un switch qui va analyser et faire de la commutation de vos paquets. Vous avez par exemple une autre application qui s'appelle Circuit Pusher. Donc, si vous voulez créer un circuit d'une source à une destination. Donc, on a parlé de l'exemple d'un flux TCP. Vous pouvez dire, par exemple, je veux créer un circuit de cette source vers cette destination pour un flux TCP en particulier. Okay. Donc là, il va ajouter les règles correspondantes de la source vers la destination. Et bien sûr, vous pouvez avoir de l'imagination et développer, par exemple, des applications qui exécutent des protocoles de routage particuliers. Par exemple, des protocoles de routage qui donnent, par exemple, plus de priorité au trafic voix sur IP par rapport au trafic HTTP ou qui font du routage particulier pour le trafic vidéo et ainsi de suite. Okay. Donc là, vous pouvez développer des applications et les intégrer. Donc, les applications communiquent avec Floodlight à travers le Northbound APIs qui peuvent être donc les API, vous pouvez directement intégrer cela au contrôleur okay, grâce à des fonctions en Java, ou bien vous pouvez communiquer avec le contrôleur grâce aux RESTful APIs, c'est-à-dire grâce à des requêtes HTTP.
Donc là, vous aurez l'occasion de manipuler ce contrôleur. Donc là, je vous donne l'exemple du réseau de Google qui s'appelle Before. Okay. Donc là, en 2011, 3 ans après l'apparition de la technologie SDN, donc Google a surpris le monde en annonçant qu'ils ont déjà déployé leur réseau en utilisant la technologie SDN. Donc, ils n'ont pas acheté de routeur Cisco, pas de Juniper, rien. Donc, ils ont construit leur propre routeur qui font juste de la commutation et tout ça est contrôlé grâce à un contrôleur donc central. Okay. Donc, Before assure la connectivité entre les centres de données de Google, donc c'est leur réseau, comme vous voyez ici, et ils transportent principalement des réplicas de données. Donc là, si vous avez de nouveaux contenus YouTube dans un coin du monde, vous voulez Google parfois, il veut le déplacer vers d'autres centres de données pour l'approcher, par exemple, à des utilisateurs. Okay. Donc là, tout ce réseau-là, okay, donc il est géré grâce à SDN. Donc là, on doit changer les règles tout le temps, okay, les règles de routage, et ainsi de suite. Tout ça, c'est fait grâce à SDN, pas grâce aux algorithmes de routage, aux protocoles de routage qu'on connaît aujourd'hui. Donc là, ça fait 9 ans que Before a été déployé. Il est fonctionnel, purement SDN. Okay. Donc là, ça utilise SDN avec le protocole OpenFlow. Okay. Donc là, l'application SDN qui est en train de rouler, c'est quoi son objectif? Donc, son objectif, c'est de faire de l'ingénierie du trafic centralisé. Donc, elle vise à maximiser l'utilisation des liens tout en évitant leur congestion. Okay. Donc là, si vous maximisez l'utilisation d'un lien, ça c'est bien, mais il faut éviter les congestions. Donc là, généralement, 90% d'utilisation, c'est acceptable. Ça utilise aussi le routage multipath, c'est-à-dire on envoie le trafic à travers plusieurs chemins en même temps. Et ça utilise le concept de réservation de routes. C'est-à-dire, dépendamment de l'application, on va réserver des routes. Okay. Je peux dire, par exemple, je veux une route entre cette source et cette destination avec un débit de 1 gigabit par seconde. Donc, cette route-là, elle est réservée pour un flux en particulier. Donc là, l'application SDN utilisée par Google, elle utilise le multipathing, elle utilise la réservation des routes et toute cette réservation-là de dynamique de la bande passante, elle est faite d'une façon dynamique, c'est-à-dire à fur et à mesure du besoin. Okay. Donc, ce qui est intéressant, c'est que d'après les mesures qui ont été faites par Google, plusieurs liens du réseau B4 opèrent à presque 100%. C'est-à-dire, ça opère à 100% sans avoir de la congestion. Okay. Donc, c'est un peu la perfection, ce que tout le monde cherche. Okay. OK, donc là, on va continuer avec le protocole OpenFlow. Donc, le protocole OpenFlow, c'est le protocole qui est utilisé par le contrôleur pour communiquer avec les switches et envoyer la configuration de chaque switch. Donc, ce protocole-là, il a été standardisé par la fondation Open Networking Foundation, l'ONF, donc pour implémenter SDN dans les équipements réseau. Okay, donc, ce protocole, il définit une interface entre le contrôleur OpenFlow et un commutateur OpenFlow. Quand on dit un contrôleur OpenFlow, un commutateur OpenFlow, ça veut dire qu'il supporte le protocole OpenFlow. Donc, il permet principalement d'instruire chaque commutateur, okay, dire à chaque commutateur, chaque switch, comment on doit gérer les paquets entrants. Et ça permet bien sûr d'ajouter des règles de commutation. Okay. Donc là, ces règles-là, elles sont stockées dans une table qu'on appelle table de commutation ou bien table de flux. Donc, et bien sûr, il y a des compétiteurs pour le protocole OpenFlow et c'est Cisco qui a proposé le protocole Cisco OpFlex. Mais il reste encore que OpenFlow est plus populaire puisque c'est standardisé. Ce n'est pas un protocole propriétaire à une compagnie bien définie. Donc là, voici un exemple qui montre le principe de fonctionnement de OpenFlow. Donc, vous avez ici votre contrôleur qui communique avec un switch, okay, à travers une communication SSL-TCP. Donc, SSL pour Secure Sockets Layer. Donc, c'est une communication sécurisée.
Et là, à l'intérieur de votre switch, vous avez un client OpenFlow qui va recevoir des instructions OpenFlow. Okay. Et il va remplir, il va manipuler la table de commutation. Donc, il y en a d'autres paramètres qu'on peut manipuler. Donc là, je montre principalement la table de flux ou la table de commutation. Donc, ce qu'elle contient, elle contient un ensemble de paramètres à vérifier et une action. Donc là, quand on reçoit un paquet, on vérifie ces paramètres. Et si c'est le paquet, il vérifie ces paramètres-là, on va faire une action particulière. Par exemple, ici, dans cette entrée-là, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit si le paquet a une adresse IP destination 5.6.7.8, ce qu'il faut faire, c'est l'envoyer à travers le port numéro 1, okay, donc vers cette machine destination. Donc, voici un exemple de fonctionnement de OpenFlow. Okay, donc là, par exemple, vous avez un exemple où la table de flux elle est vide. Donc là, il y a un nouveau paquet qui arrive. Donc, à partir de cette machine, 5.6.7.8. Donc là, le switch, il va essayer de voir les règles. Mais là, il n'y en a pas. Il n'y a aucune entrée dans la table de flux. Donc, ce qu'il va faire, il va communiquer avec le contrôleur. OK. Donc ici, l'étape 3. Et il va envoyer un paquet qu'on appelle un packet in, un paquet de type packet in. Donc, il va contenir une copie de ce paquet-là. Et l'idée, c'est quoi? C'est de demander au contrôleur, qu'est-ce que je dois faire avec ce paquet? Donc, le contrôleur, il va prendre une décision et il va envoyer un paquet de type modify state. Donc, ce type de paquet-là, il contient une nouvelle règle à ajouter dans la table de flux. Donc là, voilà. Donc là, on a ajouté cette nouvelle entrée dans la table de flux qui dit que si le paquet a une destination 1.2.3.4, il faut l'envoyer au port numéro 4. Donc là, vous voyez que la machine 1.2.3.4, elle est vraiment connectée au port numéro 4. Bien sûr, le contrôleur le sait. Et c'est pour cela qu'il a ajouté cette entrée-là au niveau du commutateur ou du switch SDN. Okay. Donc là, c'est le principe de fonctionnement. Donc là, si on regarde un petit peu les différents types de messages qui sont échangés entre le contrôleur et les switches SDN, donc là, on peut distinguer 3 types de messages. Donc, il y a des messages qui sont basés sur un événement. Donc, il y a un événement qui arrive et là, le switch, il va réagir. Donc là, principalement, l'idée, c'est d'envoyer des messages du switch vers le contrôleur lorsqu'il y a un changement d'état. Par exemple, chaque règle dans la table de flux a une durée de vie. Donc, si la durée de vie expire, donc on va enlever cette règle-là et on va envoyer un paquet vers le contrôleur pour l'informer. Donc, j'ai détruit, j'ai enlevé cette règle de ma table de flux. Okay. Donc, si jamais, par exemple, vous branchez un nouveau câble dans l'un des ports d'un switch SDN. Donc là, c'est un nouvel événement qui arrive. Donc, le switch SDN, il va en informer le contrôleur. Comme ça, le contrôleur, il met à jour sa base de données, la topologie du réseau. Il peut éventuellement changer les routes dans le réseau en fonction de ce nouvel événement. Il y a aussi ce qu'on appelle les messages statistiques. Donc, ils contiennent principalement des statistiques sur le flux. Donc là, chaque switch, au niveau de sa table de commutation, il a donc plusieurs règles. Donc, pour chaque règle, on va collecter des statistiques. Par exemple, les paquets qui ont vérifié cette règle-là. Okay. Donc là, ils sont envoyés principalement par le switch au contrôleur pour permettre à celui-ci de collecter des statistiques et de prendre des décisions en fonction de l'état actuel du réseau. Donc, si je trouve que j'envoie énormément de trafic à travers un port, donc il y a probablement une congestion. Donc là, le contrôleur, il va réagir, donc, par exemple, en répartissant le trafic sur plusieurs ports. Donc là, dépendamment de l'application SDN qui est en train de gérer le réseau. Donc, il y a aussi ce qu'on appelle les paquets encapsulés. Donc, les paquets encapsulés sont envoyés par le switch au contrôleur et ils contiennent principalement un paquet de données. Donc là, parfois, le switch, il demande, donc le contrôleur demande au switch d'envoyer des paquets de données, par exemple, pour les analyser. Okay. Donc là, le premier cas,
parce qu'il a été demandé explicitement par le switch, par le contrôleur d'envoyer ces paquets-là, soit pour avoir une décision concernant le routage de ce paquet-là. J'ai reçu, donc c'est comme dans l'exemple, j'ai reçu un paquet, mais il correspond à aucune règle qui se trouve dans ma table de flux. Donc, qu'est-ce que je dois faire avec ce paquet-là? Je l'encapsule dans un paquet in, okay, donc, et je l'envoie vers le contrôleur. Donc, comme ça, le contrôleur il va analyser le contenu de ce paquet-là, il va prendre une décision. Okay. Où est-ce qu'il faut le router? Donc, concernant les messages du contrôleur vers le switch, il y en a plusieurs types de messages. Donc là, je vous montre les 4 principaux types de messages qui sont envoyés du contrôleur vers le switch. Donc, le premier type, ça s'appelle le Modify State. Et ça, c'est un message qui contient principalement une nouvelle règle. Donc là, qui sert à ajouter une nouvelle règle, supprimer une règle ou bien modifier une règle de commutation. Il y a aussi les messages Packet Out. Donc, il permet au contrôleur d'injecter un paquet dans le plan de données. Donc, je peux vous donner un exemple. Donc, si on veut intégrer, par exemple, un switch SDN dans un réseau qui utilise un réseau traditionnel qui utilise OSPF. Okay? Donc là, une partie du réseau utilise OSPF. Le nouveau switch est SDN. Okay? Donc, ça ne peut pas fonctionner puisque le switch SDN n'est pas compatible avec OSPF. Donc, ce qu'on peut faire, c'est que le contrôleur lui-même, il peut émuler le fonctionnement d'un switch OSPF. Donc, il prépare les messages OSPF, il les envoie au switch et demande au switch de les injecter dans le réseau. Okay? Donc, comme ça, tous les routeurs qui existent dans le réseau, ils vont recevoir les messages OSPF du switch SDN, comme si c'était un vrai switch OSPF. Donc là, cette fonctionnalité-là, elle est intéressante parce qu'elle permet au contrôleur d'injecter du trafic au niveau du réseau. Et là, je vous ai donné un exemple d'utilisation de ce genre de message-là. Okay. Il y a aussi le troisième type de message, donc le message read state. Donc, ça permet au contrôleur de demander des informations auprès du switch. Par exemple, je voudrais avoir le compteur de paquets pour une règle particulière. Ça veut dire combien de paquets ont vérifié une règle particulière dans la table de flux. Okay. Je peux demander des informations sur la configuration actuelle du switch. Okay. Il y a aussi le message de type features. Et ce message-là, il demande des spécifications auprès du switch. Donc, exemple de spécification, le nombre de ports dans un switch, la capacité de chaque port, le modèle, la marque du switch, et ainsi de suite. Donc, bien sûr, il y a d'autres messages. Là, on vous montre que les plus importants. Okay. Donc, ça, c'est les messages. Ce sont les messages du contrôleur vers le switch. Donc là, on va voir ensuite les messages du switch vers le contrôleur. Donc, on a vu le message packet in qui contient un paquet de données qu'on veut analyser, qu'on veut envoyer vers le contrôleur pour demander au contrôleur de prendre une décision concernant ce paquet-là ou les paquets qui ressemblent à ce paquet-là. Okay. Donc, on a aussi le message flow removed. Donc, on a dit que chaque entrée au niveau de la table de flux a une durée de vie. Si elle n'est pas utilisée pour un certain temps, donc là, pour un certain temps, on ne voit pas de paquets qui ont vérifié cette règle-là, on va tout simplement l'enlever et on va envoyer un message au contrôleur. Ce message, il est de type flow removed, okay, juste pour informer le contrôleur qu'on a enlevé cette règle-là. Donc, il y a aussi des messages qui sont envoyés dans les deux sens. Et principalement, ce sont des messages pour initier la connexion entre un switch et le contrôleur. Et des messages de type echo, par exemple, qui permettent de faire des pings. C'est l'équivalent d'un ping. Okay, donc, vous envoyez un message du contrôleur, par exemple, on envoie un message au switch pour tester la connectivité. Donc, le switch, il va envoyer une réponse à cet écho-là. Donc là, on a vu les types de messages OpenFlow. Donc maintenant, on va voir l'architecture d'un switch OpenFlow. Qu'est-ce qu'un switch OpenFlow qui supporte OpenFlow doit contenir exactement? Donc, voici ici dans le schéma, dans l'architecture. Donc, vous avez le contrôleur. Il communique avec le switch OpenFlow à travers le OpenFlow protocol. Donc, en utilisant un canal sécurisé, un canal SSL. Okay.
À l'intérieur du switch, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver une table de flux, mais là, vous remarquez qu'il y en a plusieurs. On va voir pourquoi on peut avoir plusieurs tables de flux, pourquoi c'est intéressant d'avoir plusieurs tables de flux. Et il y a ce qu'on appelle une table de groupe. On va voir à quoi cette table peut servir. Donc, on va commencer par la table de flux. Si on prend une table de flux, elle va contenir des règles qui sont organisées de la règle plus prioritaire à la moins prioritaire. Parce que lorsqu'on va recevoir un paquet, on va vérifier les règles une par une, du haut vers le bas. Okay? Donc là, celles qui sont en haut sont plus prioritaires que celles qui sont en bas. Okay? Donc on va voir un petit plus en détail, c'est quoi les différentes tables qui existent. Donc là, ici, on a plusieurs tables. Donc toutes les tables se ressemblent. Par contre, ici, il y a un ordre dans les tables. Donc ça, il y aura une table 0, table 1, table N, et ainsi de suite. Donc, quand on reçoit un paquet, le paquet il va traverser la première table. Donc, on va tester toutes les règles de commutation dans la première table. Il y aura plusieurs actions. Donc, si le paquet vérifie une règle, okay, donc là, on va exécuter l'action relative à cette règle-là. Okay, et on va collectionner toutes les actions. Donc, le paquet il va parcourir la table 0, table 1, table N, et après, il y aura plusieurs actions à entreprendre. On va les exécuter. Okay. Donc, on va voir les types d'actions qu'on peut entreprendre. Okay. Bien sûr, on peut envoyer le paquet directement d'une table à une autre. Par exemple, ici, l'une des actions peut être dans la table 0. Si le paquet vérifie cette règle-là, envoyer le paquet directement vers la table N. Donc, on peut faire sauter, plusieurs tables. Donc, là, il faut le faire explicitement dans l'une des actions. Okay. Donc, on peut voir des exemples après à quoi ça sert là, le fait d'avoir plusieurs tables qui sont organisées de cette façon-là. Donc, on va passer. Et là, voici le format d'une entrée dans la table de flux. Okay. Donc là, la première partie, c'est les match fields, okay, ou bien ce qu'on appelle la règle. Donc là, on va prendre le paquet, on va analyser le contenu et on va comparer le paquet, le contenu du paquet avec tous les champs qui existent dans cette règle-là. Okay. Donc là, vous remarquez qu'il y a ce qu'on appelle un metadata. Et on verra c'est quoi la signification. Donc, le switch port. Donc là, ça veut dire le port à travers lequel on a reçu le paquet. Le VLAN ID. Donc, ça, c'est une information qui se trouve dans le paquet. MAC source, MAC adresse, le type Ethernet. Là, c'est un champ dans la trame Ethernet. IP source, IP destination. L'IP type of service, c'est un champ dans l'entête IP. Le protocole dans le paquet IP. Et là, le port source, port destination au niveau de la couche 4, la couche transport. Donc là, UDP ou TCP. Donc vous voyez que là, on va analyser pratiquement tous les champs de l'entête du paquet à travers plusieurs couches, là, de la couche liaison jusqu'à la couche transport. Si le paquet vérifie les informations qui sont là, donc on peut entreprendre une certaine action. Donc là, il y a principalement 7 actions qu'on peut faire. Donc, on peut transférer le paquet à un port ou plusieurs ports. On peut encapsuler le paquet et le transmettre vers le contrôleur. Par exemple, envoyer un paquetier, okay, donc pour que le contrôleur analyse le paquet. On peut mettre le paquet dans un VLAN. On peut modifier des champs dans le paquet. Par exemple, pour émuler un vrai routeur, il décrémente le TTL avant d'envoyer le paquet IP. Donc, il va décrémenter le champ TTL. On peut faire ça explicitement, demander de décrémenter le TTL. On peut spécifier ce qu'on appelle un metadata. C'est comme une variable. On va voir à quoi elle peut servir. Okay. Donc là, je peux mettre un metadata comme action, metadata égale à 1, par exemple, égale à 0, égale à 2. Okay. Une autre action, c'est aller à une table ou appliquer un groupe. Donc, aller à une table, ça veut dire on est par exemple, cette règle elle appartient à la table 0. Je peux tout simplement dire, OK, après, il faut passer à la table 5. Il faut ignorer 1, 2, 3, jusqu'à 4. Okay. Ou bien on applique un groupe. On va voir c'est quoi un groupe. Un groupe, c'est un groupe d'actions. Okay. On va voir à quoi ça peut servir. On peut aussi rejeter le paquet.
Si le paquet vérifie certains critères, on peut le rejeter. Donc là, c'est le contrôleur qui décide. Donc là, je vous donne quelques exemples de règles qu'on peut ajouter. Par exemple, si je veux faire de la commutation en se basant sur l'adresse MAC. Okay, donc, qu'est-ce que cette règle dit? Elle dit si le paquet a une adresse MAC destination qui commence par 001F, ce qu'il faut faire, c'est forwarder le paquet, envoyer le paquet à travers le port 6. Okay. Donc là, ça émule le fonctionnement d'un switch qui fait la commutation en utilisant l'adresse MAC. On peut aussi faire la commutation en fonction d'un flux, toute une définition d'un flux. Okay. Donc là, tous les paquets qui proviennent du port numéro 3 du switch, dont l'adresse MAC est celle-là, l'adresse destination est celle-là, le champ type est celui-là, et ainsi de suite, doivent être dirigés vers le port 6. Donc là, on a fait la commutation en fonction de toutes ces informations-là à la fois. Okay, donc vous voyez qu'on peut faire des règles de commutation qui sont à très fine granularité. Donc là, j'ai spécifié pratiquement tous les champs de toutes les entêtes là, liaison jusqu'à la couche transport. On peut aussi émuler un firewall. Donc là, cette règle, qu'est-ce qu'elle dit? Si jamais le port destination c'est 22, il faut tout simplement détruire le paquet. Donc là, c'est comme si je bloque tout le trafic vers ce port-là. Donc là, le port-là, 22, c'est pour le SSH. Donc en d'autres termes, j'ai bloqué le trafic SSH ici. On peut aussi utiliser des règles pour faire du routage traditionnel. Donc le routage traditionnel se base principalement sur l'IP destination. Donc là, vous voyez que en fonction de cette IP-là, okay, donc si l'IP du paquet est 5.6.7.8, okay, ça c'est la destination, il faut diriger vers le port 6. Donc là, c'est comme un routeur traditionnel. On se base principalement sur l'adresse IP destination. On peut faire aussi de la commutation dans un VLAN. Donc ici, généralement, un VLAN, c'est un domaine de diffusion. Donc là, si un paquet est envoyé à travers un VLAN, il doit être diffusé sur tous les liens ou toutes les interfaces qui appartiennent à ce VLAN-là. Donc ici, ce que cette règle dit, si jamais l'adresse MAC destination est 001F et le VLAN auquel ce paquet appartient est le VLAN 1, il faut envoyer 3 copies de ce paquet-là, une copie vers le port 6, une autre vers 7 et une autre vers 9. Okay. Donc là, vous voyez qu'avec le OpenFlow, avec cette notion-là de commutation, en utilisant tous ces paramètres-là, on a beaucoup de flexibilité. On peut émuler un routeur, un switch, on peut avoir des règles de fine granularité. Okay. Donc, c'est ça la flexibilité qui est offerte par SDN. Donc, ce qui n'est pas facile si on utilise des protocoles de routage traditionnels. Parce que le protocole traditionnel, c'est principalement commutation en fonction de l'adresse IP. Okay. Là, on peut émuler des switches, des routeurs ou des mécanismes de commutation un peu plus avancés et personnalisés. Donc là, un dernier exemple pour vous montrer c'est quoi comment on peut utiliser metadata. Metadata, c'est un registre, donc vous pouvez voir comme une variable qui est manipulée par les tables. Donc là, je vous donne un exemple. Si je veux que, par exemple, le trafic HTTP, FTP et SMTP, je veux qu'ils soient traités de la même façon. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Okay. Donc, tout ce trafic-là, il doit être traité de la même façon. Donc là, j'ai ajouté dans la table 0 ces règles-là. Donc, première règle ici, elle va être appliquée au trafic dont le port de destination, c'est 80. Donc ça, c'est le trafic HTTP. Port 21, c'est le trafic pour FTP. 25, c'est pour SMTP. Et qu'est-ce que j'ai fait comme action? Donc, l'action pour ces 3 types de trafic, c'est que le metadata est égal à 1. OK. Donc là, le paquet, il va traverser toutes ces règles-là. Si jamais, donc là, après, il va passer à la table 1. Donc là, si jamais il vérifie l'une de ces règles-là, le metadata sera égal à 1. Donc là, si je passe à la table 1, j'ai ajouté une règle qui dit, si le metadata est égal à 1, le paquet doit être dirigé vers 6, 7
et 9, les ports 6, 7 et 9. Donc, ça veut dire quoi? Donc, le même traitement va être fait pour le trafic HTTP, pour le trafic FTP, pour le trafic SMTP. Donc, si jamais, donc j'aurais pu faire la même action ici, port 6, 7, 9, pour chacun des ports à part. On aurait pu faire ça. Okay? Mais là, c'est une façon optimisée de faire les choses. Pourquoi? Parce que si jamais après ces trois types de trafic, je voudrais modifier le comportement du réseau pour ces trois types de trafic, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas changer ces règles-là. Je vais tout simplement changer la règle dans la table numéro 1. Et là, automatiquement, ces trois types de trafic, ils vont être traités avec la nouvelle façon de faire. Okay? Donc là, ça donne plus de flexibilité aux utilisateurs. Okay? Au lieu de modifier trois règles, je modifie une seule règle. Là, je m'assure que ces trois types de trafic, ils seront toujours traités de la même façon. Okay? Donc, ça donne plus de flexibilité. Donc, on a vu les tables de flux. Maintenant, on a dit qu'il y a aussi ce qu'on appelle une table de groupe. Okay? Donc là, l'objectif de cette table de groupe-là, c'est de permettre des techniques de commutation qui sont plus avancées. Donc, je voudrais, par exemple, faire du flooding, de l'inondation. Okay? Je voudrais faire du multipathing, c'est-à-dire envoyer des paquets à travers des chemins différents. Je voudrais faire du fast reroute, c'est-à-dire du reroutage rapide. En cas de panne, je voudrais rapidement rerouter le trafic. Je peux faire aussi de l'agrégation de liens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je mets des liens ensemble. J'envoie des paquets à travers des liens différents. Okay? Donc, on a aussi, donc là, si je veux définir un groupe, c'est quoi? C'est tout simplement un ensemble d'actions à appliquer sur les paquets. C'est un groupe d'actions. C'est les mêmes actions que j'avais définies, mais là, on va les mettre en groupe. Je vais définir plusieurs actions à la fois. Okay? Donc, les caractéristiques d'un groupe, c'est quoi? C'est qu'on ne peut pas envoyer les paquets à d'autres tables de flux. C'est-à-dire, si le paquet doit être… donc, si je dis ce paquet-là, il doit passer par un groupe d'actions, il ne va plus passer par une autre table. Donc, on va exécuter les actions de ce groupe-là et on s'arrête là. On n'a pas le droit de rediriger le paquet vers d'autres tables de flux. Okay. Et on n'analyse pas le contenu du paquet. C'est-à-dire, si je dis que le groupe numéro 1 d'action, le groupe d'action numéro 1 doit être exécuté, on va tout simplement l'exécuter. On ne va plus vérifier des règles. Est-ce que le paquet vérifie cette règle-là ou non? Si on décide d'exécuter un groupe d'actions, on va tout simplement exécuter ces actions-là. Okay? Donc, on va voir des exemples qui vont vous expliquer davantage. Donc là, c'est quoi un groupe? Donc là, chaque groupe, il est identifié par un ID. Donc, c'est un identifiant unique. Donc, il y a plusieurs types de groupes. Donc là, le champ type ici, il détermine la sémantique de ce groupe-là. C'est quoi l'utilisation de ce groupe-là? On va voir les différents types de groupes. Il y a aussi le compteur. Okay? Donc, dans chaque groupe, il y a un compteur qui est mis à jour. Chaque fois qu'on exécute ce groupe-là, ce groupe d'actions-là, on va tout simplement incrémenter ce compteur-là. Et il contient ce qu'on appelle, le groupe, il contient ce qu'on appelle des buckets. C'est des sauts. Donc, chaque bucket ici, il contient des paramètres, on peut le paramétrer, et il contient un ensemble d'actions. Donc là, le bucket 1, bucket 2, bucket 3, et ainsi de suite. Okay? Donc, ça, c'est la composition d'un groupe. Okay? Donc, c'est quoi un bucket? C'est principalement des paramètres. On va voir c'est quoi les paramètres et un ensemble d'actions. Donc, essayons de voir, par exemple, le premier type de groupe. Il y en a 4. Donc là, le premier type de groupe, c'est les groupes de type all. Okay. Donc là, quand vous définissez votre groupe, vous dites ça, c'est un groupe de type all. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le paquet, il va être dupliqué et envoyé à chacun des buckets pour être traité d'une façon indépendante. Donc là, je reçois donc le paquet. Si je décide de l'envoyer à un groupe de type all, donc le paquet, il va être dupliqué et chaque copie du paquet, elle va subir les actions d'un bucket. Donc, la première copie, on va exécuter ces actions-là. Okay. Changer le contenu, et ainsi de suite. On a vu les actions. Deuxième copie du paquet, elle va être traitée indépendamment de la première copie
On va exécuter les actions, et ainsi de suite. Okay. Dans ce cas-là, les buckets ici, les paramètres n'existent pas. Il n'y a pas de paramètres au niveau des buckets. Okay. Donc, si je passe au deuxième type de groupe, c'est le groupe select. Okay. Donc là, l'idée c'est quoi? C'est exécuter un des buckets choisis selon la politique round robin. Ça veut dire quoi? Si je reçois le paquet et je décide d'exécuter un groupe de type select, donc à chaque fois, je vais, donc si je reçois le premier paquet, je vais le passer par exemple à travers le premier bucket. Je vais exécuter les actions qui sont correspondantes à ce bucket-là. Si je reçois un autre paquet au niveau de ce groupe-là, je ne vais pas le passer par le premier bucket, je vais le passer au deuxième bucket. Okay. Et ainsi de suite, là en utilisant la politique round robin. Donc chaque fois que je reçois un paquet, j'incrémente le compteur et j'utilise un bucket. Après le bucket suivant, et ainsi de suite. Okay. Donc là, tous les paquets qui vérifient cette règle-là ne vont pas être traités de la même façon, parce qu'à chaque fois, il y aura un bucket qui va être utilisé. Okay. Donc ça permet un petit peu, par exemple, ça permet de faire de la répartition de la charge. Si j'ai, par exemple, je veux répartir le trafic sur 3 ou 4 ports, je peux utiliser ces fonctions-là. Donc là, le premier bucket, il dirige le paquet vers le port 1. Deuxième bucket, il va utiliser le port 2 et ainsi de suite. Donc quand je vais recevoir les paquets, je vais les traiter d'une façon différente parce que chaque paquet il sera traité par un bucket différent. Il y a aussi ce qu'on appelle le type indirect. Okay. Donc dans ce cas-là, un seul bucket est défini et est exécuté. Donc là, j'ai un ensemble d'actions. Ils doivent être exécutés. Il n'y aura pas d'autres buckets, c'est seulement un seul bucket. Et là, quand j'ai plusieurs actions à entreprendre, je peux faire ça. Donc, quatrième type de groupe, c'est le groupe fast failover. Okay. Et ce groupe-là, il est utilisé pour mitiger les pannes. Ça veut dire s'il y a une panne, s'il y a un port qui ne fonctionne pas, okay, on va utiliser ce genre de groupe-là. Donc, comment ça fonctionne? Donc là, voici un exemple de groupe okay, qui utilise de type fast failover. Okay, donc l'identifiant par exemple 1, de type CFF pour dire fast failover. On a le compteur comme d'habitude. Et là, pour le bucket, on a un paramètre qui s'appelle watchport. Okay. Donc là, comment ça fonctionne? Donc là, on va surveiller l'état du port W. Par exemple, W, c'est 1. Okay. Donc là, tant que le port W est opérationnel, il fonctionne sans problème, on va exécuter ces actions-là. Supposons maintenant qu'il y a un problème au niveau du port W. Qu'est-ce qui va se passer? On va passer au bucket suivant. Okay. Donc le bucket suivant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il faut surveiller le port Y. Et tant que le port Y il est opérationnel, on va exécuter ces actions-là. Okay. Par exemple, le output, la sortie, c'est Y. Okay. Donc là, automatiquement, en cas de panne d'un port, on va changer les règles. Okay. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça fast failover. Donc ça, c'est une récupération rapide après une panne. Donc là, chaque bucket ici, il surveille un port. Donc là, on va utiliser le premier bucket. Tant que ce port est opérationnel, on exécute ces actions-là. Ce port-là, W, tombe en panne, on passe au bucket suivant qui dit qu'il faut maintenant surveiller le port Y et exécuter ces actions-là. Okay. Donc, c'est ça. Donc là, c'est très utile pour contourner les pannes. Donc là, on a fini avec le protocole OpenFlow. Donc là, le protocole OpenFlow est maintenant très développé. Okay, donc c'est juste un petit aperçu sur les principes de base. Maintenant, on va passer à la virtualisation des réseaux et voir sa relation avec SDN. Donc là, généralement, quand on parle de virtualisation de SDN, on mentionne souvent la virtualisation. Donc là, c'est deux choses différentes, mais ils sont reliés. Donc comment ils sont reliés? Parce que on peut utiliser la technologie SDN pour justement virtualiser des réseaux. Donc SDN, ce n'est pas de la virtualisation, mais ça peut être un outil pour virtualiser des réseaux. Donc, tout d'abord, c'est quoi des réseaux virtuels? Qu'est-ce qu'un réseau virtuel? Okay. Donc, l'objectif de la virtualisation d'un réseau, c'est
principalement de diviser un réseau physique en des réseaux virtuels. On appelle ça en anglais virtual networks ou bien slices. Okay? Slice, c'est tout simplement un réseau virtuel. Donc, la particularité des réseaux virtuels, c'est que, idéalement, ils doivent être gérés et ils doivent opérer indépendamment les uns des autres. Okay? Ça veut dire quoi? Chaque réseau virtuel, il peut utiliser sa propre technologie, okay? Son propre algorithme de routage, son propre mécanisme de gestion de flux. Donc là, j'ai mon réseau virtuel, je peux faire dedans ce que je veux sans affecter les autres réseaux virtuels. C'est ça le défi. C'est que j'ai un réseau virtuel, je peux faire du routage comme je veux et ça ne va pas affecter d'autres réseaux virtuels. Donc là, on peut facilement aussi ajouter des ressources. Donc, je peux modifier un petit peu mon réseau virtuel. Je peux ajouter des routeurs virtuels. Je peux modifier la bande passante des liens. Je peux ajouter des liens virtuels. Donc là, on modifie la topologie. On peut changer la configuration du réseau, la façon avec laquelle on traite les paquets, et ainsi de suite. Okay? Donc, bien sûr, l'un des avantages d'avoir des réseaux virtuels, c'est qu'on va maximiser l'utilisation du réseau, puisqu'on peut partager un réseau physique. Donc, généralement, on peut avoir plusieurs opérateurs qui partagent le même réseau. Donc, là, on construit le même réseau physique et on vend ça à plusieurs opérateurs. Donc, c'est le même principe que la virtualisation d'un centre de données. Donc là, on a un centre de données physique et là, on va le virtualiser et vendre des machines virtuelles à plusieurs clients. Okay? Donc, chaque client, il aura son propre réseau de machines virtuelles. Donc, c'est exactement le même principe, mais qui est appliqué à un réseau. Donc, chaque opérateur doit avoir une vision qui est différente du réseau. Donc, c'est un réseau virtuel. Il peut faire toutes les modifications qu'il veut faire au niveau de ce réseau-là sans affecter les autres. Donc là, voici l'exemple d'un réseau d'un réseau SDN qui est virtualisé. Okay? Donc là, vous avez le réseau physique, vous avez une couche de virtualisation, et là, vous avez plusieurs opérateurs. Donc chaque opérateur, il a son système d'exploitation réseau propre à lui, okay? Avec ses propres applications SDN, donc sa propre façon de faire le routage, de faire le filtrage du trafic, tout ce qui est firewall et ainsi de suite. Donc, vous voyez ici qu'ils sont isolés. Okay? Chaque opérateur, il a son propre contrôleur, ses propres applications SDN. Donc là, c'est ça l'idée de la virtualisation. Et donc, il y a un outil qui a été proposé qui permet justement de faire cela. Okay? Donc, cet outil s'appelle FlowVisor. Comme vous voyez ici, vous avez le réseau physique qui utilise des switches OpenFlow, des switches SDN qui supportent OpenFlow. Okay? Et là, vous avez Dave, Larry et Steve qui sont trois opérateurs différents. Donc, chaque opérateur ici, il aura son propre contrôleur SDN et sa propre vision du trafic. Donc, lui, il voit par exemple trois switches. Larry, il voit seulement 2 switches. Okay? Steve, il voit 4 switches parce qu'il y a un switch software quelque part dans une machine physique. Okay? Donc, à travers FlowVisor, ils peuvent contrôler tous le réseau physique. Okay? Et FlowVisor, il va s'assurer que le réseau est découpé en plusieurs réseaux, il est virtualisé. Okay? Et chaque réseau, chaque opérateur ici, il a le contrôle total de son réseau virtuel. Donc, il peut mettre des règles, il peut changer les règles et ainsi de suite. Donc là, je vais vous expliquer le principe de fonctionnement de cet outil-là, FlowVisor. Donc, tout simplement, ce qu'il va permettre de faire, c'est qu'il va diviser le réseau en des partitions. Okay, on va pas voir les détails, mais juste le principe. Par exemple, chaque lien physique il va être divisé en des liens virtuels. Okay? Donc là, pour chaque lien virtuel, on spécifie la bande passante. Donc, pour chaque switch virtuel, on va définir le nombre maximal de règles de commutation. C'est quoi la topologie du réseau virtuel? Est-ce qu'il y a 4 switches virtuels ou bien un switch virtuel? Comment ça devrait fonctionner? La fraction du CPU à utiliser. Okay. Donc, chacun, est-ce que ce switch-là, il est plus performant que l'autre ou
et ainsi de suite. Donc là, on précise le CPU à utiliser pour chaque switch virtuel. Et bien sûr, ce que Flowvisor va faire, il va diviser ce qu'on appelle le flow space. Donc, on a un espace de flux. Donc là, c'est quoi un espace de flux? C'est tous les flux possibles. Okay, tous les flux possibles. Donc là, un flux, il est défini généralement, par exemple, d'une façon générale, il est défini par les 5 tuples, ça veut dire les adresses IP source-destination, le port source-destination et le numéro et le protocole de transport utilisé. Okay. Mais dans SDN, c'est défini avec plus de paramètres. Okay. Donc, la définition peut englober les adresses IP, les adresses MAC et ainsi de suite. Okay. Donc là, on vous montre un exemple. Là, on a 3 paramètres. Le TCP port, l'adresse IP et le MAC adresse. Donc, vous voyez toutes les combinaisons possibles là dans l'espace. Il y a plein de combinaisons possibles pour ces 3 paramètres-là. Donc, c'est juste un exemple. Donc, ce qu'on va faire, on va diviser tout l'espace possible en ce qu'on appelle des slices. Par exemple, ce slice-là, par exemple, qui est en rose, il va être contrôlé par le premier opérateur. Okay. Le deuxième opérateur, il va contrôler les 2 slices qui sont en bleu. Okay. Donc, si jamais le premier opérateur il veut changer, par exemple, un flux qui appartient au deuxième slice, il n'aura pas le droit. Flowvisor, il va le bloquer. Donc, il va lui donner le droit juste de modifier les flux ou de contrôler les flux qui appartiennent à ce slice-là. Okay. Donc, un slice, il est défini par un ensemble un espace, okay, par le MAC adresse, l'IP adresse et le TCP port. Donc, ça, c'est juste dans cet exemple-là. Mais réellement, on a plus de paramètres à considérer. Ce n'est pas un espace tridimensionnel, mais c'est plus. Okay. C'est vraiment tous les paramètres qu'on peut contrôler au niveau de la règle OpenFlow, de la règle de commutation. Donc là, on vous donne un exemple de partitionnement par VLAN. Okay. Donc là, j'ai 3 utilisateurs, Dave, Larry et Steve, qui vont partager le réseau. Et là, on va partager l'espace de flux en fonction de VLAN. Donc, comme vous remarquez ici, Dave, il a le contrôle de tous les VLAN, okay, 1, 2 et 3. Larry, il a le contrôle des VLAN 4, 5, 6. Et Steve, il a le contrôle des VLAN 7, 8, 9. C'est-à-dire là, par exemple, Dave, il peut ajouter n'importe quelle règle, okay, de commutation, mais qui doit toucher seulement les VLAN 1, 2 et 3. Donc, si Dave, par exemple, le contrôleur de Dave essaie d'envoyer une règle qui va contrôler, qui va vérifier, par exemple, le VLAN 4, 5, 6, un des VLAN 4, 5 ou 6, Flowvisor, il va le bloquer. Donc, Dave, il a le droit de contrôler tout ce qui se passe dans les VLAN 1, 2 et 3. Pas plus et pas moins. Okay. Donc, ça, c'est un exemple de partitionnement de l'espace de flux. Okay. Donc, là, on a terminé avec la virtualisation. Okay. Donc, là, ce qu'il faut retenir, c'est que SDN, donc ça peut être un outil qui peut virtualiser le réseau, okay, et permettre à plusieurs opérateurs de contrôler d'une façon indépendante le même réseau. Okay. Donc, on va passer maintenant aux applications de SDN. Donc, grâce à SDN, on a beaucoup de fonctionnalités possibles. Donc là, comme on a vu dans les exemples, on peut utiliser SDN pour faire du routage traditionnel en fonction de l'adresse IP. On peut l'utiliser pour l'équilibrage de charge, pour répartir le trafic sur plusieurs liens, par exemple. On a vu des groupes qui permettent de faire cela. On peut l'utiliser comme un firewall pour bloquer un certain type de trafic, pour virtualiser le réseau, pour faire tout ce qui est l'ingénierie dynamique du trafic. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire de modifier dynamiquement les routes du trafic, les routes des paquets, en fonction de plusieurs paramètres. Donc là, on collecte des statistiques et on ajuste dynamiquement notre réseau. Okay? Et ça permet bien sûr d'analyser en temps réel l'état des flux. Donc chaque flux ici, chaque règle ici, elle va identifier un flux et on va collecter des statistiques, il y aura des compteurs et en fonction de cela, on peut réagir. Donc là, si vous voulez faire plus de lecture sur SDN, donc vous avez ces références. Donc cette présentation a été basée sur ces références-là. Merci beaucoup pour votre attention et au plaisir de vous rencontrer
au niveau de la séance interactive. Bon.